15 propriétaires qui ont résisté à la pression des promoteurs immobiliers. Il n'est pas toujours évident pour les petits propriétaires de résister face aux pratiques envahissantes et aux méthodes agressives d'expropriation de la part des promoteurs immobiliers qui souhaitent acheter leur terrain. Mais quand il s'agit de leurs biens, certains se découvrent une résilience et un courage inouï pour défier les pouvoirs publics. Parfois, cela donne lieu à des situations insolites, mais qui érigent les propriétaires en véritables symboles de résistance. Si vous avez vu le film Là-haut des studios Pixar, vous serez étonné de voir que la fiction n'est pas si éloignée de la réalité. Voici donc une liste de 15 récits de propriétaires qui ont refusé de céder leur logement aux envahisseurs. Numéro 15. La Maison Clou de Nanning en Chine. On les surnomme Maisons Clous en Chine. Ce sont des habitations que les propriétaires refusent de céder ou de quitter lors d'une expropriation ou dans le cadre d'un nouveau projet immobilier. La résistance de certains propriétaires n'empêche pourtant pas des promoteurs immobiliers d'entamer leur construction, créant ainsi des situations grotesques où des petites habitations se retrouvent au beau milieu d'une autoroute, coincées entre des rangées d'immeubles ou contournées par un pont. Tel un clou qu'on aurait du mal à déloger. Ces habitations se sont multipliées en Chine depuis que le Parlement a adopté une loi reconnaissant le droit à la propriété privée. En effet, face à la brutalité du phénomène d'expropriation, le gouvernement a mis en place une loi qui stipule qu'il est illégal de démolir par la force une habitation sans l'accord des propriétaires. Certains font donc de la résistance, prétextant des compensations financières insuffisantes. La plus connue de ces maisons clous est sans doute celle-ci. Située à Nanning en Chine, elle appartient à un couple chinois qui, depuis une décennie, s'oppose à sa destruction en raison de la faible compensation proposée par les constructeurs, provoquant ainsi l'incompréhension parmi les habitants du quartier. Cette maison de briques, aux airs de cabanon, fait tache au milieu d'un quartier d'habitation fraîchement construit dans les années 1990. Pire, la maison bloque les travaux d'achèvement d'une route goudronnée aménagée autour de l'habitation, obligeant ainsi les automobilistes à la contourner. Après plusieurs années de négociations avec les autorités, le couple a fini par céder en 2015 et l'habitation a donc été démolie. Numéro 14. Un immeuble encerclé par un pont autoroutier. On reste en Chine où les résistants de cet immeuble ne dormiront plus jamais tranquilles depuis que l'État a décidé, malgré leur refus de quitter les lieux, de construire leur projet de pont autoroutier autour de l'immeuble. En effet, la bâtisse située dans la ville de Guangzhou devait être démolie en 2008 pour faire place à la construction d'une autoroute. Sans attendre les négociations, les promoteurs ont décidé de construire le pont autour de l'immeuble. Pourtant, les habitants se sont vus offrir une compensation pour leur appartement, mais ceux qui ont décidé de rester ont estimé l'offre peu suffisante. Aujourd'hui, ils vivent dans une condition inouïe, entourés d'une vue à 360 sur une autoroute. Pas sûr que ce soit un cadre de vie idyllique. Néanmoins, cela doit être pratique pour effectuer ces trajets quotidiens. Cette situation est loin d'être unique en Chine. D'autres ont résisté face à la menace des bulldozers, comme cette autre habitante de Guangzhou qui a refusé l'expulsion et le relogement et subit aujourd'hui les conséquences de sa rébellion puisque les autorités ont quand même décidé de mener à bien leur projet. 2 voies d'autoroute contournent ainsi cette maison qui s'est retrouvée encerclée par le bitume et qui est devenue une véritable attraction pour les touristes. Numéro 13. Église catholique Saint-Joseph au Texas. Une église détruite pour faire place à un complexe commercial. Cela semble impensable. Pourtant, c'est ce qui a failli se produire avec cette église catholique de San Antonio au Texas. Construite à la fin du 19e siècle par la grande congrégation catholique allemande de San Antonio, l'église de Saint-Joseph est un exemple américain du phénomène de maison clou, qui, comme vous le voyez, n'est pas spécifique à la Chine. En 1994, la chaîne des grands magasins Jokes propose d'acheter le terrain de cette église néo-gothique afin de développer son projet commercial. Sans surprise, les paroissiens ont à l'unanimité rejeté l'offre, refusant de quitter l'église et de voir ce lieu saint démoli au profit d'un commerce. Jokes n'a donc eu d'autre choix que de construire autour. Aujourd'hui encore, l'église est entourée des 3 côtés par les murs du grand magasin qui a laissé place au centre commercial. Shop at River Center.
Si la paroisse abrite aujourd'hui une grande communauté multiculturelle et attire un grand nombre de touristes, c'est grâce à ses fidèles qui, bien des décennies en arrière, ont su tenir tête aux promoteurs immobiliers et ont lutté pour la préservation de ce lieu de culte. Numéro 12, Maison Clou de Suzhou. Au milieu de ce complexe immobilier de luxe, cherchez l'erreur. Il s'agit de cette vieille bâtisse qui se dresse en contraste avec les villas luxueuses qui l'entourent. À l'ouest de Shanghai, la ville de Suzhou a connu une urbanisation rapide, répondant entre autres à une croissance démographique conséquente. Le secteur de l'immobilier en forte progression a mené à la construction de nombreuses habitations de haut standing. Mais cette maison clou de Suzhou semble être l'une des rares à avoir résisté à cette expansion urbaine. En effet, alors que l'ensemble du voisinage a accepté de vendre, les propriétaires de cette maison ont refusé, continuant de mener leur vie normalement malgré la pression constante exercée par les promoteurs immobiliers. Cette maison, avec ses 2 étages et son grand jardin, semble être une relique pourtant beaucoup plus authentique et avec plus de cachet que les maisons à l'emporte-pièce modernes construites tout autour. Pas sûr que la valeur de la propriété, elle, soit à la hauteur des villas de luxe avoisinantes. Il n'en reste pas moins que la résistance du propriétaire est la parfaite illustration du combat contre un étalement urbain souvent insipide, toujours envahisseur. Numéro 11. Le bar 30 Beaver. Le Saloon 30 Beaver à Charlotte en Caroline du Nord est un petit bar devenu légende locale depuis que son propriétaire a refusé de multiples offres de vente d'un promoteur immobilier pour détruire le lieu et construire des appartements à la place. Résultat, le bar est aujourd'hui encerclé par des immeubles d'habitation et est devenu une sorte d'attraction pour les visiteurs du coin, curieux de découvrir le lieu et ses propriétaires. Ce sont 2 frères, Mark et Brian Wilson, qui ont ouvert le bar en 2008. Le lieu s'est rapidement imposé dans le quartier pour son originalité, avec son nom étrange et la musique country qu'il diffuse en continu. En 2017, les propriétaires ont tenu tête à des promoteurs immobiliers qui souhaitaient racheter les lieux pour construire de grands immeubles. Alors que d'autres restaurants et bars du quartier ont accepté l'offre des promoteurs, les Wilson ont toujours refusé, obligeant les constructeurs à construire les immeubles autour du bar. Le 30 Beaver a confirmé son statut de légende locale depuis que la célèbre rockstar Mick Jagger y a été photographié en septembre 2021 en train de savourer une bière incognito devant le bar. Numéro 10. Le cimetière de Taïwan. Toujours en Chine, un scénario invraisemblable concerne cette fois-ci non pas directement la maison de quelques propriétaires, mais la tombe de proches enterrés. En 2012, à Taïwan, dans la province de Shaanxi, une société de développement décide de construire un nouveau complexe haut de gamme pour cela et, parmi tous les lieux possibles, les promoteurs ont décidé de creuser les fondations du bâtiment dans un cimetière. Les villageois se sont vus proposer une compensation financière en échange du déplacement des restes de leurs proches. Si la plupart ont accepté l'offre, une famille a refusé, jugeant la compensation insuffisante. Cela n'a pas empêché les promoteurs de poursuivre leur plan. Ainsi, les ouvriers ont dû excaver la tombe appartenant à la famille de Chang Jinzhou. Une curieuse colonne s'est ainsi érigée à 10 mètres au-dessus du sol des fondations. Mais cette situation insolite ne pouvait durer longtemps. À terme, la famille a dû céder, mais avec une perte considérable par rapport à l'offre de départ. En effet, ils n'auraient reçu que $128 de compensation pour déplacer les restes de leurs proches du terrain de construction. Numéro 9. L'affaire Michael Forbes. Donald Trump est sans doute l'un des personnages publics les plus controversés. Il a fait l'objet de plusieurs scandales et plusieurs polémiques. L'homme ne recule devant rien pour obtenir ce qu'il veut, comme ce terrain situé dans les dunes écossaises au nord d'Aberdeen, qu'il convoitait pour y construire le meilleur terrain de golf au monde. En 2006, Donald Trump, le magnat de l'immobilier américain, caresse le rêve de construire un golf dans le nord-est de l'Écosse, un projet faramineux à plus d'$1 milliard qui devait comprendre 2 golfs, un hôtel de luxe, 500 maisons de standing et 950 villas.
Le projet a rencontré un certain nombre d'opposants écossais, notamment les écologistes qui en redoutaient les conséquences sur l'écosystème unique des dunes mobiles sur lesquelles Trump voulait empiéter. Par ailleurs, ce dernier a dû faire face à un propriétaire particulièrement intraitable, Michael Forbes. Fermier et pêcheur écossais, a refusé de vendre ses 9 hectares de terre. Le milliardaire a lancé une campagne injurieuse à l'encontre de l'Écossais et de sa mère après que celle-ci a entamé une procédure judiciaire pour empêcher l'expropriation. Selon la famille, il aurait été privé d'approvisionnement en eau pendant 5 ans, des affirmations jugées diffamatoires par le groupe de Trump. Si le terrain de golf a fini par être construit, la ferme de Forbes, elle, a été épargnée par les bulldozers. Numéro 8, chez Salah. En France, ce petit patron de café, chez Salah, est devenu le symbole de la résistance face aux promoteurs immobiliers. En 2011, Salah Oudjan, âgé alors de 71 ans, avait refusé de céder son bien pour le voir détruire par les promoteurs chargés de la refonte de la zone de l'Union à Roubaix. Les affaires tournaient bien pour ce petit café d'une zone industrielle ouvert depuis 1965, jusqu'au jour où les 2 dernières grandes usines de la région ferment leurs portes. Les autorités locales décident alors de détruire le quartier en vue d'un nouveau projet de renouvellement urbain. Alors que tous les commerces et propriétaires du quartier ont accepté de vendre leurs biens, Salah a refusé. L'homme s'est retrouvé seul, dans son café, planté au beau milieu d'une zone désertée. Alors que tout autour de lui a été rasé. Le propriétaire, parfois privé de téléphone ou de gaz, n'a jamais lâché l'affaire. « Je mourrai ici », disait-il. Et de ce fait, l'homme s'est éteint en 2019 et restera en France, un héros local de la résistance face aux promoteurs. Numéro 7. L'hôtel Victoria à Amsterdam. L'hôtel Victoria est un lieu incontournable si vous êtes de passage à Amsterdam. Vous ne pouvez passer à côté de ce bâtiment historique situé en face de la gare centrale d'Amsterdam. L'histoire incroyable de cet hôtel, c'est qu'il a été construit au 19e siècle autour de 2 petites maisons dont les propriétaires ont refusé la démolition. En effet, l'architecte à l'origine du projet a dû démolir ou acheter les propriétés environnantes pour construire l'hôtel. Toutes sauf 2, qui sont les 2 maisons complètement encerclées par l'établissement et qu'on peut encore apercevoir aujourd'hui. Cette anomalie architecturale est le résultat de la détermination de 2 propriétaires voisins, un barman et un tailleur, qui avaient refusé les sommes pourtant importantes de vente dans l'espoir d'obtenir un prix plus élevé au terme des négociations. Finalement, les constructeurs ont été obligés de construire autour de ces 2 maisons. Celle-ci se dresse encore fièrement aujourd'hui sur la célèbre rue, devenant partie intégrante de l'histoire de l'hôtel et surtout une attraction touristique pour les visiteurs. Numéro 6. La demi-maison de Toronto. En plein cœur du centre historique de Toronto se trouve une merveille architecturale des plus insolites qui soient. Il s'agit de la Toronto Half House, ou la demi-maison de Toronto. À première vue, on pourrait croire à une illusion d'optique ou un décor en trompe-l'œil. Pourtant, il s'agit bel et bien d'une demi-maison qui semble taillée avec une précision chirurgicale. Son histoire est celle de la résistance d'un propriétaire face au pouvoir des promoteurs immobiliers. À la fin du 19e siècle, la demi-maison de Toronto faisait partie d'un ensemble de 6 maisons identiques, collées les unes aux autres, reliées et alignées le long de l'ancienne rue Dummer Street. Ces maisons ont été construites pour loger une partie de la classe ouvrière de la ville. Quelques décennies plus tard, des sociétés foncières se sont mis à racheter les propriétés pour réhabiliter le quartier. Ainsi, à mesure que les propriétaires cédaient et vendaient, les maisons ont été démolies. Et les propriétaires de la 54e rue a refusé de vendre. Les propriétés, qui étaient donc toutes reliées, ont été découpées, séparant ce qui allait devenir la demi-maison du reste et lui donnant ainsi l'apparence qu'elle a aujourd'hui. Aujourd'hui, cette bâtisse est une propriété privée dressée en relique insolite et fascinante du passé. Numéro 5. Edith Mansfield. Si vous avez aimé le film Là-haut des studios Pixar, vous allez être inspiré par l'histoire d'Edith Mansfield.
Elle est sans doute la propriétaire la plus célèbre de ce classement. Edith Mansfield est devenue une héroïne populaire après avoir refusé $1 million en 2006 pour l'achat de sa maison qui devait laisser place à la construction d'un complexe commercial. Cette propriétaire achète la maison dans les années 50. La propriété est située à Seattle, dans le quartier branché de Ballard, qui n'était encore à l'époque qu'une petite banlieue. À la fin du XXe siècle, le quartier se développe peu à peu avec la construction de nouveaux logements et de nouveaux commerces. En 2006, Edith Mansfield, alors octogénaire, tient tête à des promoteurs immobiliers qui souhaitent lui racheter sa maison. Face à son refus, ces derniers se voient obligés de construire leur complexe commercial autour de la demeure. Comme on peut encore le voir aujourd'hui, la maison est comme coincée entre de hautes parois de béton qui l'entourent sur les 3 côtés. Pendant les travaux, la vieille dame s'est liée d'amitié avec Barry Martin, le directeur principal du projet de construction. Plutôt ironique, donc, comme situation. Edith Mansfield, dont la santé était en déclin, a trouvé en Barry Martin un soutien, un ami qui l'a accompagné jusqu'à ses derniers moments de vie. Edith décède en 2008, laissant donc la maison à Barry Martin. Celle-ci a été vendue plusieurs fois depuis, mais les propriétaires actuels affirment qu'ils n'ont pas l'intention de la démolir de sitôt. Numéro 4, l'horlogerie de Spiegelhalter. L'horlogerie de Spiegelhalter est encore un autre exemple de ce que les Chinois ont appelé les maisons clous. Les Spiegelhalter étaient des immigrés allemands qui ont ouvert leur première bijouterie à Whitechapel en 1828. Plus tard, en 1880, les Spiegelhalter, qui occupaient le numéro 75 de Mill End Road à Londres, ont accepté de déménager au 81 Mill End Road, afin que la famille Wickham, alors drapier de profession, puisse étendre leur activité et agrandir le magasin. En 1927, le projet commercial des grands magasins Wickham commençait à se développer dans la même rue, juste à côté de la boutique des Spiegelhalter. Le magasin Wickham était supposé devenir le Harrods de l'Est de Londres. L'ambition des promoteurs immobiliers était telle qu'ils ont simplement pensé que les petits commerçants et propriétaires du quartier allaient accepter d'intégrer le projet et déménager. Malheureusement pour eux, ils ont rencontré leurs adversaires en la famille de Spiegelhalter, au 81 Mill End Road. Ce petit magasin, que nous pouvons voir à ces images, est pris en tenaille au milieu des grands bâtiments voisins. En effet, les Spiegelhalter, qui s'étaient déjà adaptés autrefois au projet des Wickham, ont décidé de résister cette fois. Les 3 frères qui dirigeaient alors le magasin ont refusé toute offre de vente. Les promoteurs immobiliers ont donc dû construire autour du petit magasin. Si sa façade est aujourd'hui éclipsée par les commerces alentours, ce qui reste aujourd'hui de l'horlogerie Spiegelhalter est un symbole de défi et de résistance. Numéro 3. Vera Cocking. Vera Cocking est la 2e personne de notre liste à avoir tenu tête à Donald Trump. Cette petite maison blanche, située près de la promenade d'Atlantic City, a été acquise pour $20 000 en 1961 par Vera Cocking et son mari, qui en ont fait leur résidence d'été. La fin des années 70 a marqué un développement majeur dans cette petite ville de la côte des États-Unis. Au début des années 80, c'est Bob Guccione, fondateur du magasin Penthouse, qui a jeté son dévolu sur la propriété de Vera Cocking. Il lui en propose alors l'équivalent aujourd'hui de $3,9 millions qu'elle refuse. En 1993, elle est donc convoitée une seconde fois par Donald Trump. Madame Cocking, devenue veuve, a refusé de céder sa propriété aux magnats de l'immobilier qui voulaient y construire un parking pour son casino. Les belles paroles de l'homme d'affaires n'y changeront rien. Usant de son pouvoir d'expropriation, la ville a tenté de démolir la propriété en y cassant les vitres et en y détruisant une partie du 3e étage, mais cela n'a pas incité la propriétaire à déménager. En 1998, la justice donne raison à Vera Cocking. Cette dernière a pu vivre une dizaine d'années supplémentaires dans sa maison avant de la revendre, en 2010. La maison a été détruite quelque temps après. Numéro 2. La crise d'Oka. La crise d'Oka est un cas particulier dans notre classement.
Le conflit territorial s'est rapidement transformé en conflit politique impliquant la police et l'armée. La crise d'Oka a pris place dans la ville canadienne de Montréal, au Québec, lorsque des promoteurs ont essayé d'agrandir un terrain de golf en y annexant un complexe résidentiel. Seul problème, ce projet était envisagé sur des terres où la communauté Mohawk de Kanesatake, près de la ville d'Oka, revendiquait la reconnaissance de leurs droits territoriaux. De plus, la zone boisée de la Pinède, objet du litige, abritait un cimetière Mohawk. Les manifestations et les protestations menées par les Mohawks n'ont pas empêché le projet de se mettre en place et la construction a donc commencé en mars 1990. Pour empêcher le projet d'aménagement, les résidents de Kanesatake, avec le soutien des Mohawks de la communauté Kanwake, décident de construire une barricade pour protéger la Pinède et de fermer l'accès au pont Honoré-Mercier qui relie la banlieue de Montréal et son centre-ville. Les injonctions lancées par la municipalité de la ville n'ayant pas fait reculer les protestants, le conseil municipal sollicite alors l'intervention de la Sûreté du Québec, la police provinciale. Cette intervention va donner lieu à une fusillade qui entraînera la mort du caporal Marcel Lemay. Face à un climat toujours en tension, l'armée canadienne va être appelée en renfort. Le projet de développement immobilier du maire ne se réalisera jamais, et les terres sont donc rachetées par le gouvernement fédéral. Encore aujourd'hui, la revendication globale sur la souveraineté des terres n'est toujours pas réglée et les Mohawks n'ont toujours pas de réserve officielle. Numéro 1. La maison clou de Luo Baogan. On retourne en Chine pour finir cette vidéo avec l'histoire de ce couple sexagénaire chinois de la ville de Weiling, dans la province de Zhejiang. Luo Baogan et sa femme sont les seuls survivants d'un quartier démoli et qui a laissé place à la construction d'une nouvelle autoroute. Bien décidés à ne pas quitter leur domicile, du moins pas avant d'avoir obtenu une compensation d'expropriation suffisante, ce couple s'est retrouvé à vivre isolé dans une demeure partiellement démolie. Se dressant au beau milieu d'une route à 2 voies, le couple a lutté pendant 4 ans pour obtenir une compensation qui s'élève à la hauteur du crédit qu'il a contracté pour l'achat de la propriété. La résidence du couple n'a pas empêché les responsables locaux de la ville de construire l'autoroute en contournant la maison. Le bâtiment s'est retrouvé donc planté au milieu d'une autoroute. Les images de la maison diffusées partout sur Internet ont fait le buzz. En 2012, le couple, lassé par la médiatisation de l'affaire, a fini par accepter l'offre des autorités et la maison a donc été démolie.